aujourd'hui, c'est avec, je dirais, la réaction très, je dirais, très, très importante et puis très appropriée et de chacun des pays suite au virus et les alertes de l'OMS. Donc, chaque pays a été réactif, a répondu en temps voulu, a fait ce qu'il a pu. Et aujourd'hui, c'est de se dire, quand on voit ça, le tableau semble très sombre, hein, je ne sais pas l'image de ce qu'il y a derrière moi, mais l'idée, c'est de se dire, c'est vrai qu'on était fragilisé, c'est vrai que cette crise vient aggraver chaque maillon faible de chacun des trois pays, mais il y a tout de même une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir qui vient éclaircir ce tableau sombre, c'est aujourd'hui comment les pays du Maghreb peuvent faire de ce qui se passe une opportunité et pourquoi pas profiter, comme je l'ai lu dans une chronique, de certaines relocalisations qui se faisaient avant en Chine et en Asie et pourquoi pas le Maghreb du fait de notre proximité. Jouons sur cette proximité. Et si j'ai encore un autre mot à dire, c'est de dire cette facture salée, c'est peut-être le moment pour nos trois pays de la jouer collective. Donc l'idée, c'est ça, jeu collectif ensemble. Et en fait, ce jeu collectif et ce dialogue se fait en tout cas aujourd'hui grâce à nos organisateurs et grâce à nos invités. Alors, qui sont nos organisateurs? C'est trois pays, c'est CARE, qui est représenté par sa vice-présidente, dont je présenterai plus longuement tout à l'heure, qui est le Centre d'action et de réflexion pour l'entreprise, qui est basé à Alger, qui a été fondé en 2003, et qui a aussi dans son ADN cette volonté de développement maghrébin économique. Nous avons nos amis tunisiens, qui sont le Maghreb Economic Forum basé à Tunis, qui a été fondé en 2011, et leur objectif est de soutenir le développement économique et social dans la région du Maghreb. Et enfin, l'ICEM, que je représente, qui est l'ICEM, voulant dire Initiative pour la communauté économique du Maghreb, qui est un think tank maghrébin qui a été créé en 2019, qui est basé à Casablanca et qui est aussi mobilisé au service de la construction d'un Maghreb prospère. Alors, moi, aujourd'hui, je vais passer la main pour développer le sujet d'aujourd'hui qui est les entrepreneurs du Maghreb pour une relance économique. Ma collègue est non moins militante, pour moi très intéressante sur la partie entrepreneuriat féminin, puisqu'elle elle a lancé, elle a écrit le livre blanc ou coécrit, en tout cas les livres blancs sur l'entrepreneuriat féminin en Algérie. Mais au-delà de ça, Amel Belhid est une grande experte du milieu des hydrocarbures, puisqu'elle avait un certain nombre de fonctions sur la zone MENA. Et ensuite, elle a créé son cabinet de conseil et de management qui s'appelle Apothéox, qu'elle dirige. Et aujourd'hui, on aura le plaisir de la voir comme modératrice pour ce webinaire. Amel, à toi et à nous aussi de contribuer en tant que femme entrepreneur à cette relance économique. Merci Wassila, bonsoir à tous. Et je salue donc nos panélistes qui ont eu la gentillesse d'accepter de répondre présent à notre invitation. Je dois remercier également donc les organisateurs, l'ICEM d'avoir été donc l'instigateur de cette initiative, de nous avoir réunis autour de cette nouvelle plateforme de dialogue pour la construction du Maghreb. Effectivement, aujourd'hui, donc, il s'agira de parler de l'intégration économique de la zone Maghreb. Nous allons être plutôt donc, dans une dynamique où on parlera de synergie et de comment mettre tout ça en action. Comme le disait donc Wassila à l'instant, nous sommes dans un contexte mondial qui est tout à fait particulier. Donc, nous avons tous été frappés par une crise sanitaire qui a causé donc une récession mondiale que chaque pays est en train de ressentir à son échelle, mais qui a justement engendré un virage et une transformation qui est en train de s'opérer de façon intéressante et qui s'opère donc sur la redéfinition de la cartographie de la chaîne des valeurs mondiales. Le Maghreb, bien entendu, donc c'est un sujet qui ne date pas d'hier, donc depuis plusieurs décennies, donc discute de ce potentiel d'intégration avec des retombées économiques tout à fait intéressantes et pour la région autant que pour chaque pays. Et il est peut-être grand temps de saisir cette opportunité ensemble, justement, pour se positionner de façon intelligente dans cette nouvelle chaîne de valeurs mondiales, avec un positionnement qui sera plus
sur des éléments à grande valeur ajoutée, parce que nous ne sommes plus il y a 30 ans. L'Afrique a évolué, l'Afrique du Nord a évolué, le Maghreb a évolué, et les forces vives sont là et n'attendent que ça, qu'une impulsion positive. Alors, comme je le disais, nous avons le privilège donc d'être entourés de grands patrons qui sont en même temps de grands activistes au sein d'associations patronales et des confédérations qui jouent un rôle actif justement dans la dynamisation de la région. Je vais citer par ordre alphabétique pour commencer nos intervenants. Donc en premier lieu, M. Adel Bensassi, qui est président du Conseil national pour la concertation et pour le développement de la PME, qui est aussi vice-président de la CIPA, donc la Confédération des industriels et producteurs algériens. Il est également donc chef d'entreprise, exportatrice, et qui a quand même donc pu tisser des liens intéressants dans un secteur qui est tout à fait stratégique, qui est celui donc du secteur aéronautique. Nous avons, alors pour représenter, quand je dis pour représenter le Maroc, je dirais Monsieur Abdou Diop, président de la commission Afrique CGM, qui est également donc managing partner de Mazars. Bonsoir. Expert en stratégie de réforme sectorielle, de politique de développement, et qui a coordonné donc, des activités qui ont trait à des groupes d'impulsion économique, notamment donc, entre le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors, pour la Tunisie, donc autre pays voisin, nous accueillons M. Hicham El-Loumi, donc vice-président de l'ETICA, grand patronat tunisien, donc président d'un grand groupe, leader mondial de la fabrication de câbles automobiles. Il est également depuis, donc, je le disais, donc, 2013, vice-président de l'ETICA. Donc, sans attendre, donc, nous allons donc démarrer avec des éléments de contexte intéressants. Comme je le disais, donc, cette bonne part à prendre dans la chaîne de valeur mondiale, mais qui démarre à partir d'un triste constat qui est celui d'une zone Maghreb qui est très, très faiblement intégrée et qui détient donc un triste record de moins de 5% d'échanges au sein de sa région. Monsieur El-Loumi, je vais commencer par vous pour nous parler un petit peu justement du coût du non-Maghreb. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis donc, sur la manière dont vous l'estimez et surtout comment est-ce que c'est ressenti au niveau de la PME de façon pratique? On vous écoute. Merci beaucoup de m'inviter à ce webinaire très intéressant par ailleurs. Moi, je crois beaucoup à l'espace économique maghrébin que nous devons construire parce que j'estime que nous sommes très en retard. Quand on compare le niveau des échanges commerciaux avec l'Union européenne, qui est de l'ordre de 70% entre nos pays et l'Union européenne, et le niveau des échanges maghrébins, moi j'ai des chiffres, bon, ils sont à valider, j'ai 3% des échanges commerciaux intermaghrébins sont de l'ordre de 3%. Au niveau de l'investissement, j'avais un chiffre de 3%, vous avez dit 5%, je vous crois. Je préfère 5 à 3, ça c'est clair. Mais ça reste très faible. Hein. Ça reste très faible, bien en deçà du niveau des investissements étrangers dans le pays. Il y a aussi cette question de fluidité au niveau des marchandises qui est absolument très mauvaise. Hein. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a même fermeture de frontières terrestres. Je parle du cas de la Tunisie. Nous avons un avantage pour les échanges commerciaux avec la Libye et l'Algérie. Mais cet avantage est bloqué par la fermeture des frontières pour les personnes d'abord, vraiment le filtrage qui est très étanche. Et les échanges commerciaux, je sais qu'avec l'Algérie, ça ne marche pas. Avec la Libye, ça vient de s'ouvrir cette semaine, ça va être ouvert. Sinon, on fait les transports maritimes qui ne sont pas avantageux et qui éliminent l'avantage compétitif au niveau des échanges. Le coût du non-Maghreb, moi j'ai un chiffre de 2%.
par rapport à un PIB de 400 milliards de dollars. Donc, c'est un chiffre qui circule depuis des années. Hein. C'est pas, peut-être qu'il est un peu plus maintenant. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que vous parlez de relocaliser les investissements européens de l'Asie vers le bassin méditerranéen, particulièrement le nord de l'Afrique, donc le Maghreb, ça c'est très bien. Mais déjà, entre nous, nous sommes très mauvais. Nous sommes très mauvais. C'est-à-dire qu'on échange très facilement, sans barrière tarifaire, avec l'Europe. Et entre nous, c'est des obstacles tarifaires, des obstacles non tarifaires. Je suis désolé de dire, par rapport à l'Algérie, il y a un accord commercial, mais qui n'est pas appliqué. Les échanges, les produits algériens en Tunisie ne payent pas de droits de douane, mais les produits tunisiens paient des droits de douane en Algérie. Avec le Maroc, il y a beaucoup de barrières non tarifaires, il y a même des plaintes à l'OMC pour dumping, etc. Donc, la relation n'est pas vraiment sympathique. Je suis désolé de dire. À part ça, en tant qu'opérateur économique, j'exporte énormément sur la région. Donc, je dépasse un peu les obstacles bureaucratique. Notre groupe a 3 usines au Maroc, par exemple, 2 à Kenitra, dans la zone franche, et une usine à Tanger, Tanger-Frisonne. Et nous exportons sur le Maroc, nous exportons sur l'Algérie, nous exportons sur la Libye, malgré tous les obstacles. Donc, la solution, c'est un espace économique commun, sans barrières tarifaires et non tarifaires, et une incitation particulièrement à l'investissement. Les entreprises tunisiennes investissent industriellement au Maroc, elles investissent en Algérie, elles investissent en Libye. Nous sommes un petit pays, mais nous essayons de bouger un peu parce que la Tunisie n'est pas un pays riche et le marché est exigu. Donc pour nous, l'espace économique maghrébin est une opportunité fantastique, mais ça doit être du gagnant-gagnant, hein, absolument. Il faut que les Algériens investissent en Tunisie, les Marocains, les Libyens, et que les échanges soient ouverts. Voilà, c'est tout. Merci. Excellent. Monsieur Diop, un petit mot concernant justement le même sujet, la même thématique? Je mets on mon micro pour que ce soit clair. Oui, en tout cas, merci beaucoup à vos 3 associations pour ce travail et cette organisation, parce que c'est important justement de ne pas laisser les choses entre les mains, je dirais, uniquement des politiques, et de prendre vraiment le taureau par les cornes pour réaliser ce Maghreb, cet idéal construit il y a quelques années, mais qui n'arrive pas à être mis en forme. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, moi, je partage ce point de vue de mon ami Hicham El-Oumi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 éléments de contexte qui font que ce non-Maghreb, on est obligé, en tout cas en tant que chef d'entreprise, de faire en sorte qu'il se fasse. Ces 2 éléments de contexte, c'est la crise du Covid et c'est la construction de la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que la crise du Covid a démontré avec le repli, en tout cas, qu'on a constaté dans les économies occidentales et dans les économies chinoises, asiatiques, etc., ont démontré qu'il est important qu'on ait une souveraineté industrielle et agricole, qu'elle soit à une dimension nationale pour les pays qui peuvent l'avoir, mais surtout régionale et continentale. Et cette souveraineté régionale, elle est essentielle. On l'a vu durant cette période, il y a eu un besoin d'approvisionnement réciproque de produits d'un certain nombre de pays d'une même région. Malheureusement, autant on a beaucoup travaillé chacun de nos pays avec des pays de la CEDEAO ou des pays de la CEMAC, autant entre nous, nous avons très peu échangé, ce qui est dommage. Et aujourd'hui, dans la construction post-Covid et dans cette relance économique, il est essentiel qu'on puisse très clairement se positionner. Tout à l'heure, Amal, vous l'avez si bien dit, il y a un vrai sujet lié à
au repositionnement au niveau des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et très clairement, que ce soit l'Europe qui est en train de chercher à relocaliser un certain nombre de ces éléments d'approvisionnement dans des zones de proximité, ou encore l'Asie qui doit trouver un bassin de proximité vers l'Europe, aujourd'hui lorgne sur la Méditerranée du Sud. Et cette Méditerranée du Sud, c'est très clairement le Maghreb qui devrait se positionner là-dessus. Et quand je dis le Maghreb, ce n'est pas uniquement un pays qui va se positionner. Aujourd'hui, si on veut justement capter cette nouvelle opportunité que le Covid a générée avec les changements dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, on est obligé de travailler en équipe. On vient de parler des entreprises de M. Eloumi ou de M. Bensassi. Vous êtes dans des secteurs aéronautiques et automobiles où il y a un potentiel de complémentarité énorme entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et il ne s'agit pas pour moi qu'un pays construise l'écosystème et que les autres entreprises viennent investir dans ce pays. Il faut qu'on ait une complémentarité de chaîne de valeur entre les trois pays. Et ça, il faut qu'on travaille ensemble pour le construire. Ça, c'est extrêmement essentiel. Donc, il y a ce premier élément de contexte qui est le Covid. Le deuxième élément de contexte qui est extrêmement important, c'est la zone de libre-échange continentale. La zone de libre-échange continentale, actuellement, les négociations sont en cours. Les discussions sont en cours. Il se trouve que quand on est au cœur des discussions, les pays de la CEDEAO viennent quasiment ensemble, discutent ensemble pour proposer leur liste d'exclusion. Les pays de la SADC, la même chose. Les pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, la même chose. Malheureusement, nous, pays du Maghreb, chacun part avec ses propres listes sans se concerter, sans discuter, parce que très clairement, les pays de la CEDEAO ou d'autres zones qui ont un marché commun entre eux s'autoprotègent face à cette zone de libre-échange continentale. Nous, on n'a pas cette dynamique. Et ça aussi, c'est un élément qui va causer des coûts beaucoup plus importants que le coût du non-Maghreb qu'on a subi jusqu'ici. Parce qu'on va se retrouver avec des pays individuels dans une zone de libre-échange continentale qui aura besoin de se construire sur des communautés économiques régionales. Et donc, on a ce devoir entre nous de pouvoir s'entendre pour justement rentrer ensemble en tant que communauté économique régionale dans la zone de libre-échange continentale. Voilà ce que je voulais rajouter à cette partie introductive. Excellent. Justement, bon, on comprend très très bien votre point en fait sur l'augmentation du pouvoir de négociation, donc on y allait ensemble. Mais donc j'adresse mes questions à Adel, donc en tant que Monsieur Adel Bensassi, donc en tant qu'entrepreneur, est-ce que donc aller dans le sens de cette augmentation de la compétitivité à l'échelle régionale est une réalité ou un mythe? Est-ce qu'aujourd'hui, avec donc cette concurrence sur les flux d'investissement qui se raréfient, c'est vraiment un futur proche envisageable pour l'entreprise? Eh ben, merci beaucoup, Amel. Merci à tous. Merci aux organisateurs. Et permettez-moi de vous dire que je suis vraiment très heureux de participer. C'est une première pour moi, en tout cas sur la thématique du webinaire. C'est un sujet qui me tient à cœur, d'autant plus que, si vous voulez, l'Union du Maghreb arabe, moi j'ai grandi avec. Bon, je suis peut-être le Benjamin du panel, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les années 80, je me souviens que, étant en primaire, on avait commencé à nous apprendre quels étaient les pays de l'UMA, comment l'histoire a commencé. Je pense qu'il est important de se repositionner pour comprendre que la problématique n'est plus la même. Vers la deuxième moitié des années 80, donc les pays de l'UMA ont décidé de signer l'accord de Marrakech qui allait, si vous voulez, sceller la création de politique de cette union. Il y avait des projets économiques, mais vous savez très bien que le Maghreb de 2020 n'est pas celui de 1988-89. Donc, il s'agit de remettre des choses en place. Bien sûr, l'ouverture est importante. Bien sûr que plus fort, ensemble, on est plus fort. Bien sûr qu'il faut la jouer collective. Bien sûr que honte à nous d'avoir tant de choses en commun, une langue commune, une culture commune, une histoire commune, des luttes en commun, et de ne pas avoir pu
ou peut-être su faire aboutir cette union que nous chérissons et que nous voulons tous. Maintenant, on va essayer d'être un petit peu pragmatique. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui vont venir après. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en peu de temps, parce qu'on a 1 heure et quelques, je ne pense pas qu'on sera à même de trouver les solutions pour rendre réel cet idéal maghrébin, mais j'ai bien noté M. Diop qui disait cet idéal, et pour moi, l'idéal, ça reste quand même quelque chose d'assez évasif. J'aimerais qu'on puisse travailler ensemble, en tout cas nous, les partenaires, PME, patronat, associations, cercles de réflexion maghrébins, à faire réellement un travail inclusif, économique, qui puisse être présenté à nos dirigeants comme étant un projet économique viable. Parce que sans ça, on ne fera rien du tout. Je vais rebondir, Monsieur Loumi, bien sûr qu'il y a des contraintes, et vous le dites si bien, qui sont liées aux droits de douane. Il y a aussi, je ne sais pas, je pense qu'on avait eu l'occasion d'en parler, sur la création d'une place d'échange monétaire. Par exemple, je sais que quand vous vendez des produits de Tunisie vers l'Algérie, vous les vendez en euros. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi on n'échange pas le dinar algérien et le dinar tunisien? Vous voyez, il y a un certain nombre de pistes qui, à mon avis, sont très intéressantes à suivre. Et moi, j'espère que ce ne sera pas d'abord la dernière rencontre. Et je lance un appel à tous mes collègues pour qu'on puisse faire un réel travail de fond et présenter un projet économique où on puisse véritablement discuter d'une stratégie d'intégration globale et non pas asymétrique. Parce que je suis désolé de le dire, moi aussi, je me rappelle qu'au début de l'UMA, à l'ouverture des frontières, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a profité aux uns plus qu'aux autres. Et puis nous, on s'est retrouvés pendant des années en Algérie avec le phénomène de la contrebande aux frontières. C'est-à-dire, c'est le carburant, c'est les denrées alimentaires, c'est tout ça qui passe sur le marché noir, et que réellement, il n'y a pas d'impact positif, que ce soit ni pour l'industrie, ni pour la fiscalité, ni pour l'intégration régionale. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Moi, je suis très heureux qu'on puisse en parler, et j'espère que, en évitant la langue de bois, et je sais que j'ai en face de moi des gens du terrain, donc je suis certain que les échanges ne pourront être que fructueux. Merci bien, Monsieur Adel Bensassi. Justement, en fait, vous nous donnez une transition qui est tout à fait dans le sens de ce que l'on entend faire, justement, en entamant ce cycle de dialogue. Effectivement, en fait, on avait déjà envisagé et esquissé l'idée d'en faire un rendez-vous trimestriel pour avancer sur un projet économique. Et justement, dans ce sens-là, donc, je me réadresse à Monsieur El Loumi. Donc, comment est-ce que vous pensez que le rôle des patronats et autres confédérations au Maghreb, dans ce contexte-là, peut se transformer pour contribuer justement à la construction de cet espace économique? Oui, je crois que le rôle des patronats maghrébins est très important, parce que à côté des politiques, donc des gouvernements des pays maghrébins, qui ont des méthodes un peu lourdes en ce qui concerne la réactivité, la prise de décision, les patronats peuvent être beaucoup plus agiles, et les entrepreneurs, bien sûr. Vous savez qu'il y a l'Union maghrébine des employeurs. Il aurait été intéressant de les inviter. Et en fait, cette union, c'est les 5 patronats maghrébins, donc Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, qui sont membres de cette union maghrébine. Et le rôle principal de cette organisation, c'est justement le renforcement des relations économiques et la facilitation des échanges et des investissements entre les différents pays. Nous avons des accords entre nous déjà, d'abord à travers l'UME, mais le bilatéral fonctionne bien. Et c'est à nous, effectivement, de nous rapprocher. Nous avons des similitudes, des fois sectorielles. Il y a des rapprochements. Bon,
M. Diop a parlé de deux secteurs qui sont assez développés en Tunisie et au Maroc. Et en Algérie, je sais qu'il y a beaucoup de projets également dans le domaine, notamment automobile. Donc, effectivement, il y a des synergies possibles et des partenariats dans différents domaines. Hein. J'ai cité deux filières, mais aussi l'agroalimentaire. C'est un secteur très, très important et très développé dans les pays du Maghreb. Donc là aussi, il y a des possibilités. Juste un commentaire, c'est la liberté d'investissement est importante. Et au niveau d'Algérie, il y avait la contrainte d'avoir une majorité algérienne dans l'investissement. Vous savez, le partenariat, il peut être technique, il peut être commercial, il peut être financier, mais on ne doit pas obliger un investisseur de s'associer. Par exemple, je prends le cas de nos investissements au Maroc, eh bien, nous sommes à 100% dans ces investissements. Parce qu'en réalité, nous maîtrisons le métier, nous maîtrisons le marché parce que nous vendons à des équipementiers mondiaux et donc nous avons des accords mondiaux avec ces clients. Donc, bien sûr, il y a des domaines où le partenariat est possible, l'association avec des investisseurs est possible. Par exemple, en Algérie, un partenaire, il va vous apporter le marché, la connaissance du marché ou même le métier. Donc là, c'est des choses possibles. Mais ce qu'il faut, c'est ouvrir les contraintes au niveau des échanges, mais également faciliter les investissements. C'est très, très important. Donc moi, je dirais que si on veut construire un espace économique maghrébin ouvert, il faut cette question monétaire que M. Bessès a dit, c'est très important, effectivement, échanger en dollars ou en euros quand on peut, chacun dans sa monnaie avec un certain équilibre au niveau des échanges, pourquoi pas. Bien sûr, ça doit être discuté avec les banques centrales des deux pays, les questions tarifaires et non tarifaires, et puis la facilitation d'investissement. Moi, je dirais que si on veut réellement construire ce Maghreb, donner un avantage supplémentaire aux investisseurs maghrébins. Ça veut dire que si une entreprise algérienne investit en Tunisie, on peut lui donner un bonus par rapport à une entreprise européenne, par exemple. C'est une idée comme ça, hein, de donner des avantages supplémentaires pour favoriser les investissements. Parce qu'en réalité, quand on veut booster les échanges commerciaux, l'investissement est un moteur puissant. Moi, je sais que dans notre groupe, nous exportions un certain niveau de volume, mais à partir du moment où nous avons investi au Maroc, les exportations ont été démultipliées. Donc, investir dans nos différents pays, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan industriel, que ce soit sur le plan des services, et il y a un vrai potentiel. Et comme il y a cette affinité humaine entre nous, parlant la même langue, nous avons des cultures très, très, très proches et une amitié qui nous lie. Moi, on m'a demandé une fois à Marrakech pourquoi j'avais investi. Il y avait un grand forum, justement, organisé par l'UME, l'Union maghrébine des employeurs. Et on m'a dit pourquoi quels sont les arguments qui vous ont poussé à investir au Maroc. J'ai répondu de manière très simple. J'ai dit au Maroc, je me sens chez moi. Et donc, c'est ça ma réponse. Ce n'est pas la recherche d'avantages particuliers, non. Je me sens au Maroc comme je me sens en Tunisie, comme je me sens en Algérie. Je me sens chez moi, tout simplement. Parce qu'il y a cette proximité, il y a cette culture qui nous lie, et il y a cette amitié aussi. C'est très important. Et ce que nous avons, par exemple, avec la France, nous, Tunisiens, notre premier partenaire économique avec la France, il y a une histoire, bon, qui n'est pas toujours positive, ça c'est clair, mais aujourd'hui, nous avons la francophonie qui nous lie. Beaucoup de nos jeunes sont formés en France et la France est devenue notre premier partenaire économique. Pourquoi ce partenariat prioritaire ne serait-il pas avec les pays du Maghreb? Excellent. Voilà. Alors, en fait, je voulais faire réagir quand même M. Bensassi par rapport aux barrières tarifaires et non tarifaires. Mais avant ça, j'ai un commentaire intéressant qui nous est parvenu de M. Mouloud Redir.
économiste algérien et membre de CAIR, et qui nous dit que la zone de libre-échange Maghreb est aujourd'hui dépassée. Alors, dès lors qu'on a déjà la zone de libre-échange arabe qui est en place, et que la zone de libre-échange africaine dans laquelle nos 3 pays sont partie prenante. Alors, le marché commun maghrébin est encore loin. Il y a maintenant une étape intermédiaire qui serait une union douanière maghrébine, mais qui y travaille vraiment. Donc, si on veut sortir donc, des incantations habituelles, je cite, il faudrait un objectif concret. L'union douanière pourrait être un projet utile sur lequel on pourrait travailler ensemble. Donc, commentaire très intéressant. Et Adel Bensassi, par rapport à justement l'évolution de la disposition 51-49, juste à l'adresse de notre intervenant de Tunisie, M. Eloumi, avant de passer à M. Diop pour nous parler un petit peu de l'harmonisation, donc de l'aspect réglementaire dans la région. Bien sûr, c'est très intéressant, malgré que ça puisse paraître un peu pessimiste au demeurant, mais on dit d'un pessimiste que c'est un optimiste réaliste. Alors oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que l'Union du Maghreb arabe est cet idéal qui, à un certain moment, nous a fait rêver, mais qui, malheureusement, pour l'instant, est en stagnation. Et que, bien sûr, l'union douanière peut être un excellent préalable. Et pour répondre à la question, l'union, la ZAL ou la zone, la ZLECAf n'empêche nullement une intégration intermaghrébine. Je veux dire, c'est complètement compatible. Nous, ce qu'on est en train de chercher, c'est plutôt de la clusterisation. Au-delà des frontières, moi, je pense qu'il faudrait parler de régionalisation et peut-être même plus d'organisation par filière. Alors encore une fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faudrait qu'on travaille, nous, les patronats, à un véritable travail de fond, un échange d'informations économiques qui soit réel et sincère, avec des objectifs communs pour pouvoir créer cette union économique, parce que sinon, ça restera lettre morte. À mon sens, encore une fois, on a vécu cette asymétrie des échanges. On est actuellement, je suis désolé de le dire, mais on va parler encore franchement, et je pense qu'il faut se dire les choses de façon concrète. Nous sommes beaucoup plus positionnés comme étant des économies concurrentes que des économies complémentaires. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde et qu'on s'arrête là et qu'on quitte la Réunion. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Union européenne, avant d'être ce qu'elle est, a eu à faire des projets communs. On a commencé par l'Union du charbon et de l'acier. On a fait des grands projets tels que Airbus. N'oubliez pas qu'Airbus, à l'origine, c'est quand même un projet français qui a été voulu comme étant une plateforme collaborative entre les noyaux, je veux dire, les premiers pays constituant l'Union européenne, que sont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Et ensuite, les autres pays les ont rejoints. Donc moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en un grand projet économique pour peu qu'on ait à le construire. Et c'est à travers ça qu'on pourra travailler sur le volet politique. On ne peut pas dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. On reste sur les anciens discours de oui, mais parce que ça. Mais non, moi, je pense qu'à mon avis, si on veut vraiment être ensemble, il faut le faire. En tout cas, le faire au travers d'un projet qu'on devrait être capable de présenter et tout du moins de défendre pour que cette union maghrébine soit une réalité. Parfait. Monsieur Abdou Diop, justement, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer un petit peu ou de mettre un petit peu plus de lumière sur les ambiguïtés et les contradictions qui existent dans le cadre réglementaire et dans les pratiques surtout? Je pense que, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Eloumi, la première contradiction sur la réglementation, c'est déjà la réglementation d'échange. On est dans un environnement où on veut faire du business ensemble. Aujourd'hui, moi, à partir du Maroc, pour faire une opération avec l'Algérie, je suis obligé de gérer à travers de la contractualisation via Paris ou autre pour pouvoir avoir des opérations où les transactions financières se font de manière plus simple. Donc, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, il faut une harmonisation de la réglementation d'échange, harmonisation aussi de la gestion des exportations et des importations et de leur paiement dans l'espace
Il y a aussi la réglementation sur la circulation des personnes. Aujourd'hui, très clairement, on se rend compte qu'il est plus facile à un Algérien, un Tunisien ou un Marocain d'aller au Sénégal ou en Côte d'Ivoire que d'aller en Mauritanie ou dans un autre pays de la région. C'est quand même, en termes de réglementation avec les visas, on est dans un espace qui est censé être un espace commun et on a une vraie problématique de libre circulation des personnes. Après, passons à la réglementation, les réglementations sanitaires, alimentaires, la réglementation sur la mise sur le marché des médicaments pour la pharmacie. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, si on veut vraiment construire un Maghreb des échanges commerciaux, un Maghreb où on peut avoir des économies intégrées, ces sujets-là doivent être abordés de manière très claire et il faut qu'on ait une entité qui se charge de travailler sur cette harmonisation. Et j'en passe, hein, j'ai cité les exemples les plus marquants et qui sont les premiers freins, mais il y a encore beaucoup de sujets de réglementation sur lesquels l'harmonisation est essentielle, ou à minima en tout cas, une harmonisation, ne serait-ce que pour le commerce entre les pays. Excellent. Ben, justement, en fait, ça nous ramène à la forme de coopération maghrébine, juste pour essayer de capter donc, ce potentiel de croissance, pour essayer de capter donc, ces flux d'investissement qui se raréfient, donc, sur lesquels la concurrence est rude. Comment y arriver? Donc, d'accord, on sait sur quoi, mais comment y arriver de façon concrète? Est-ce qu'on peut imaginer une forme de coopération entre les patronats, par exemple, pour travailler donc, sur un sujet commun qui serait donc, l'harmonisation des textes? Est-ce qu'on peut imaginer donc, dans le futur donc un rôle différent des patronats pour commencer? Ensuite, on parlera du rôle de la PME. Bon, vous me permettez, je vais commencer, si vous êtes d'accord. En fait, oui, effectivement, d'abord, il y a une situation spécifique qui est celle de la Covid, ou du Covid, on dit la Covid, je pense, hein. Actuellement, les frontières sont fermées, mais rien ne nous empêche de préparer ce travail-là. Alors, il y a une situation en Algérie que vous connaissez certainement. Vous savez que nous sommes dans une période transitoire. Monsieur Loumi, pour répondre un petit peu au 49-51 que vous évoquiez, hein, pour ne pas oublier la question tout à l'heure, effectivement, mais ça répondait à certaines préoccupations qui n'étaient malheureusement pas en adéquation forcément avec les intérêts de tous, mais c'était une forme de protectionnisme qui malheureusement n'a pas eu les effets escomptés et qui, bien au contraire, a été toujours érigé comme étant une montagne ou plutôt une barrière infranchissable. Bon, malgré le fait qu'on sait qu'il y a certains partenariats qui se sont faits, hein, notamment dans le secteur de l'énergie, dans le secteur pharmaceutique, dans pas mal de secteurs où le partenaire restait en minorité, mais que c'était lui qui avait le management et le lead sur ça. Bon, après, c'est des équilibres à trouver. Maintenant, on est en 2020, on est un petit peu plus agile. On sait très bien que le facteur temps est important. Malheureusement, l'échelle de temps entre celle de l'administration et celle du monde économique n'est pas la même. Vous voyez ? Donc, on perd beaucoup de temps sur la partie bureaucratique, administrative. Nous, on est en train d'aller beaucoup vers la numérisation de toutes ces procédures-là pour essayer de gagner du temps en Algérie parce que c'est je pense, l'unique façon d'avancer. On s'y est engagé, en tout cas, au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Maintenant, pour revenir à ce que disait M. Diop, oui, je pense que nos trois organisateurs seraient à même d'être des liens qui permettraient de créer une plateforme pour travailler à l'élaboration d'une liste de secteurs potentiellement intéressants. Moi, je pense qu'on peut travailler pas uniquement sur l'intermaghrébin, mais aussi peut-être sur la mutualisation de nos moyens de production pour pouvoir aller vers d'autres zones ou d'autres pays. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut élaborer ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier une chose,
moi, je vais vous dire, hein, de par mon expérience, Madame Led, elle sait très bien, moi, je ne suis pas un académicien, hein, je suis quelqu'un de terrain et j'aime bien essayer de vous donner un peu un feedback ou un partage d'expérience. On était il y a quelque temps en réunion pour essayer d'encourager les exportations de l'Algérie à travers les pays du reste de l'Afrique de façon globale. Et puis, on dit, voilà, l'idée, c'était de créer une maison Algérie. Bon, pourquoi pas, très bonne chose, bonne idée. La maison Algérie, on commençait à discuter de ce que ça allait être, soit un cluster, soit une association, soit une entreprise, société par action, peu importe. Et puis, ou alors un organisme d'État, pourquoi pas. Et puis, on s'est dit, où est-ce qu'on va le mettre? Et puis l'idée commençait à germer, on va la mettre en Côte d'Ivoire, on va la mettre en Tunisie, on va la mettre… Et puis il y a quelqu'un qui a dit une chose intéressante, il a proposé Marseille. Ah, on a dit, tiens, mais Marseille, c'est pas en Afrique, c'est encore moins au Maghreb. Mais si on y réfléchit bien, il avait raison parce que ça vous fait… Parce qu'en fait… On touche toute l'Afrique à Marseille. Et voilà, c'est normal parce que tous les Africains, ils vont se retrouver soit à Paris, soit à Marseille. Alors, vous voyez, c'est malheureux à dire, hein, c'est-à-dire que bon, c'est une réalité et elle est là, il faut faire avec. Maintenant, si on veut être objectif, on en est là. Maintenant, pour changer des choses, je pense que ça va prendre du temps, mais il faut commencer. Il faut pas mettre la première pierre, poser cette première pierre à l'édifice et encore une fois, penser l'Intermaghreb comme un espace économique commun qui peut être intéressant pour peu que on soit sur des échanges gagnant-gagnant et non pas que ce soit asymétrique. Et puis, encore une fois, ne pas oublier le capital exportation qui, à mon sens, serait un élément… vous savez comment on dit, hein, l'argent met tout le monde d'accord. Alors, si on arrive à gagner de l'argent ensemble sur certains projets, à mon sens, ce serait une des clés du succès. Excellent. Quelque chose à ajouter à cela, Monsieur Diop? Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire M. Bensassi. Il faut qu'on puisse construire, chacun apporter sa pierre à l'édifice et démarrer par quelque chose. Et effectivement, on a tendance souvent à attendre que les choses se passent et il faut qu'on agisse. Et je pense que justement, en tant que en tout cas, association patronale, on a cette responsabilité. C'est intéressant de voir que quand même tous les acteurs qui sont autour de cette table sont présents dans les 3 pays, en tout cas, qui sont là aujourd'hui, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc. Je pense que nos entreprises sont toutes présentes sur ces 3 pays et c'est comme ça que les choses vont bouger. Il faut qu'on puisse, en tant que chef d'entreprise, pouvoir justement faire le pas d'investir dans les différents pays du Maghreb et en investissant, en ayant des intérêts dans ces différents pays, je pense qu'on va nous-mêmes se mobiliser pour pousser à ce que les choses se fassent. Et si le Maghreb politique ne se fait pas, au moins le Maghreb économique devrait se faire. Et je voulais tout à l'heure rebondir sur le point de l'intégration maghrébine et je partage parfaitement ce qui a été dit par mes collègues. L'ASDECAF n'empêche pas l'intégration maghrébine. La zone de libre-échange continentale, qu'on le comprenne, va se construire sur les communautés économiques régionales. Parce que les communautés économiques régionales seront, elles, à 100% de libre circulation des biens et d'union douanière, alors que dans la zone de libre-échange continentale, aujourd'hui, on est à 90% des lignes tarifaires qui sont libéralisées. Donc, on peut, certaines communautés économiques régionales peuvent vider la zone globale de libre-échange continental de son sens en se préservant au sein de leur communauté économique régionale, en excluant des choses qui sont peut-être des produits qui pour nous sont essentiels. Demain, si par exemple des régions comme la CEDEAO excluent de leur ligne tarifaire proposée à la SLECAF l'automobile, nos 3 pays qui sommes producteurs dans l'écosystème automobile, si on nous ferme ces marchés, bon, on peut avoir des débouchés intéressants, notamment des marchés comme le marché du Nigeria qui nous devient fermé. Donc, il est important de se dire que la SLECAF n'est pas contradictoire
au marché commun, au maghrébin. On ne peut pas se dire, non, bon, de toute façon, maintenant il y a la ZLECAf, donc on va aller vers la ZLECAf, abandonnons notre marché commun maghrébin. Non, il faut au contraire, c'est le moment de renforcer le marché commun maghrébin et de le construire pour être plus fort dans la ZLECAf. Parfait, c'est clair. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes justement pour clore donc, cette première partie du débat, pour passer donc, aux questions des intervenants et la session interactive. Alors, pour justement parler de demain, donc il y a eu quand même quelques esquisses de réponses. Hein. Donc j'avais une question qui était en fait qui concernait le pas comment, mais surtout le qui et par quoi devrions-nous commencer. Donc je retiens quand même donc un commentaire très important de Monsieur Diop qui dit finalement donc il faut beaucoup de courage de la part de PME d'aller se projeter dans les marchés, d'investir et d'avoir quand même une approche de prendre le taureau par les cornes. Mais justement, donc, en misant donc, sur ces complémentarités, donc, on reprend donc, le contexte réglementaire. Donc, nous avons besoin, donc, comme vous l'avez si bien mentionné, donc, de lisser un petit peu donc, les asymétries, de lisser un petit peu les contradictions, donc d'avoir un contexte aussi d'investissement et pourquoi pas aussi de concurrence sain avec des règles claires. Alors, si donc, on veut se projeter, est-ce que nous avons donc le moyen ou est-ce que nous avons de bonnes raisons d'être optimistes? Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on peut envisager donc, une vision donc, maghrébine, donc le Maghreb de demain, à quoi il devrait ressembler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Monsieur Eloumi, je commence par vous. Merci, merci. Oui, je crois que c'est un challenge très, très important. L'objectif est de construire un espace économique commun et ouvert, qu'il y ait une fluidité réelle au niveau des marchandises et au niveau des personnes, bien entendu. Bon, aujourd'hui, c'est le Covid, mais bon, on va le dépasser, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Bon, il nous faut au moins une année, à mon avis, ça c'est clair. Donc, avoir un espace économique construit où on peut investir librement, où on peut échanger sans barrière tarifaire, mais sans détruire des tissus économiques, parce que tout à l'heure, M. Bessès a dit que nous étions aussi des économies concurrentes. Donc, il faut savoir trouver les créneaux. C'est vrai que certains domaines peuvent être en concurrence, mais d'autres peuvent être complémentaires. Et il y a des atouts importants de certains pays qui incitent les investisseurs des autres pays à vouloir s'implanter dans ces pays. Par exemple, le coût de l'énergie en Tunisie, il est élevé, il est aussi élevé au Maroc. Par contre, en Algérie, le coût de l'énergie est intéressant. La Libye également. Donc, les projets énergivores tunisiens peuvent se faire en Algérie, par exemple. Il y a aussi des écosystèmes qui fonctionnent bien, tels que l'automobile au Maroc et en Tunisie. Et l'Algérie commence à développer cette industrie. Et je ne vous cache pas que notre groupe est en contact avec des entreprises algériennes pour fournir des composants automobiles dans le cadre de la filière automobile qui se construit en Algérie. C'est un exemple. Hein. L'agroalimentaire aussi, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je dirais, pourquoi ne pas travailler sur un accord d'Agadir pour le Maghreb? Je ne sais pas si vous connaissez l'accord d'Agadir. L'accord d'Agadir, c'est une union économique entre le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie pour que le cumul d'origine des produits fabriqués dans un pays sont considérés comme s'ils étaient dans le pays lui-même. C'est-à-dire, si nous, on sous-traite une partie de notre production au Maroc, eh bien, même si le pourcentage d'intégration tunisienne est insuffisant pour exporter sur l'Union européenne, le fait de le faire dans ces 4 pays offre cet avantage-là. Malheureusement, la logistique n'est pas favorable parce que importer de la Jordanie pour fabriquer un produit en Tunisie et puis l'exporter vers l'Union européenne, ce n'est pas pratique. Par contre, si c'est au niveau de l'espace maghrébin, ce serait vraiment profitable. Donc, il y a cette complémentarité, il y a cette nécessité de construire cet espace, il y a cette nécessité aussi d'aller et d'investir
dans nos différents pays. Parce que si je prends le cas de la Tunisie, l'investissement industriel est libre. Pourquoi recevoir des investisseurs français et italiens et ne pas recevoir des investisseurs algériens et marocains? Aujourd'hui, le volume, comme on l'a indiqué au départ, est très timide. Hein. Le volume des investissements intermaghrébins est très faible comparé au niveau des investissements, notamment européens et autres pays. Donc là, il faut faire le ménage chez nous d'abord. Si on veut avoir une vraie dimension internationale, si on veut exporter plus, être plus agressif sur le plan international, il faut que notre marché soit attractif. Et là, un espace de 100 millions d'habitants, ce n'est pas un espace de 12 ou de 30 millions d'habitants, avec un PIB de 400 milliards de dollars. Donc, la région devient attractive. Par exemple, il peut y avoir des investissements très importants qui seraient incités à être réalisés en Tunisie parce qu'à partir de la Tunisie, ils ont tout l'espace maghrébin. Et en Algérie, c'est pareil, et le Maroc, c'est pareil. Donc, si l'investisseur, je parle de projets structurants, hein, par exemple, construire des avions, un constructeur automobile, quand il sait qu'à travers son investissement dans l'un des pays du Maghreb, il peut accéder facilement aux autres pays, c'est un atout extraordinaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci. Monsieur Adebonsassi. Oui, exactement. Bien sûr, hein, vous avez raison. Ce n'est pas le cas. Ça a été le cas pendant un certain temps. Je me rappelle que malheureusement, pendant la décennie noire, on n'avait pas compris, en tout cas le message n'était pas très clair en Algérie, on ne comprenait pas pourquoi le marché était en Algérie et que des sociétés ouvraient des représentations dans les pays voisins. Vous voyez, ça c'est des messages qui sont malheureusement, qui ont été très négatifs, qui ont été très mal perçus parce qu'on était dans une période difficile mais bon, l'Algérie, de par ses ressources, l'Algérie représente un grand marché. Il y a un marché interne qui est là, qui est dynamique, il y a une forte demande. Et malheureusement, à l'époque, ça a fait partie des choses qui n'ont pas du tout été appréciées. Mais je suis d'accord avec vous de dire que des projets structurants peuvent, eux, à mon sens, faire la différence. C'est-à-dire que, bon, avoir des portes d'entrée dans les différents pays du Maghreb pour un grand Maghreb unifié, une espèce de grand marché de 100 millions d'habitants, c'est bien. Et chaque pays pourra… Moi, je pense que la concurrence, pour être clair et net, la concurrence, c'est bien. Parce que, ayant vécu dans un pays de monopole, les monopoles, avec tout leur tort, permettent de s'installer dans une zone de confort et puis créer des déséquilibres. Alors que la concurrence, elle crée une dynamique dans le cadre d'une amélioration continue. Chacun essaie de se remettre en question et je trouve ça très positif. Mais une fois encore, il ne faut pas que cette ouverture ou que cette construction, elle se fasse toujours dans cette même philosophie. Et pour changer cette philosophie, moi je viens de dire un commentaire là que j'ai trouvé très intéressant. L'avenir est ce qu'on voudra en faire ou ce qu'on en fera. Alors qu'est-ce qu'on veut? Je reviens un petit peu à cette idée, à cette essence même de région maghrébine où on se sent chez nous. Pourquoi on se sent chez nous? Ben, parce qu'on parle la même langue, parce qu'on a la même culture, parce qu'on mange la même chose, parce que… Pourquoi on se sent chez nous? Parce que finalement, on est une grande famille. Et je sais que dans les grandes familles, souvent, il y a des querelles. Mais la famille, ça reste la famille et c'est sacré. Et moi, à mon sens, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut difficilement trouver dans d'autres régions du monde. Donc ça restera un ciment, qu'on le veuille ou pas, qui est indéfectible. Maintenant, il y a une réalité, et cette réalité, elle est que, bon, on a une frontière fermée, on a une situation Covid qui est difficile. Vous parliez, par exemple, de relocaliser les chaînes de valeur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a les 3 pays du Maghreb qui sont là. Bon, c'est vrai que l'Asie, c'est loin, qu'on a vu les risques liés à la logistique, d'avoir une seule source d'approvisionnement régional, Chine, le Vietnam, etc. Et que, suite au Covid, on s'est rendu compte que finalement, la mondialisation avait ses limites.
Et quand on parle de cette intégration maghrébine, déjà, on se rend compte que c'est quelque chose qui peut se faire beaucoup plus naturellement. Mais par contre, pour les relocalisations des chaînes de valeur, il va y avoir clairement une concurrence. Après, bien sûr, chacun va essayer de jouer de ses avantages comparatifs pour attirer les investisseurs. Et encore une fois, si on n'a pas un véritable projet de construction maghrébine qui va permettre de mutualiser, moi je pense qu'il faut arriver économiquement à mettre en avant des projets rentables et fiables qui puissent nous faire partager une valeur ajoutée, partager une plus-value ensemble. Voilà. Monsieur Abdou Diop, un mot pour la conclusion et on passe le panel, aux questions. Oui, je pense que le doing sur le terrain est la meilleure solution. Hein. Je partage ce que M. Eloumi et M. Bensassi viennent de dire. Il est important qu'on fasse des projets structurants ensemble qui permettent de réaliser des choses. Oui, on est concurrents, mais il ne faut pas que notre concurrence se fasse à notre détriment. Il ne faut pas qu'en étant concurrent, on offre, chacun on fait de la surenchère sur les avantages qu'on offre à des investisseurs étrangers et que finalement, le résultat, c'est qu'on soit totalement défavorisé juste pour dire qu'on a été les premiers à attirer tel investisseur ou tel investisseur. Donc, il faut vraiment qu'on puisse… Aujourd'hui, il est clair qu'il y a d'ailleurs un qui disait, est-ce que c'est pas… La France n'est pas le frein. Je dis, la France n'est pas le frein. C'est notre bataille pour attirer les investissements étrangers qui peut être un frein. Ce n'est pas la France en elle-même. Et aujourd'hui, oui, je suis d'accord sur ce que tout de suite Adèle vient de dire. Il y aura une bagarre pour se positionner sur la relocalisation des chaînes de valeur, mais il faut qu'on le fasse de manière intelligente pour pouvoir justement se dire on ne peut pas être les supplétifs de la Chine. La Chine a des capacités de production énormes. Il nous faut des années pour le faire. On va être que de la complémentarité de la production chinoise et de la production européenne. Et cette complémentarité, plus on est unis, plus on va en prendre en termes de nombre. Et ça, il faut qu'on se le dise en chef d'entreprise et qu'on puisse travailler sur des projets communs pour pouvoir justement construire ce Maghreb économique. Excellent. Je vous remercie. Bon, je vais prendre quelques questions de nos participants. Je vais commencer donc par la première. Alors, première question de Madame Loufia Aki. Alors, qui demande que si dans le contexte sanitaire du Covid ou de la Covid, impliquant une proximité géographique des échanges, n'est-ce pas une opportunité de développement des échanges commerciaux Maghreb-Afrique? Donc, on revient encore sur l'intégration ou des relations entre le Maghreb et l'Afrique et qui rejoint une autre question à laquelle je pense que nous avons déjà répondu sur l'aspect non antinomique des deux zones. Donc, je pense que nos intervenants ont déjà répondu à la question. Alors, une question intéressante qui concerne justement le rôle de la diaspora. Alors, ça, c'est un aspect qui est aussi donc, discuté dans les rapports. Alors, M. Rani Kouli, entrepreneur et membre de CARE. Alors, je lis sa question. Alors, de mon expérience personnelle sur les 3 pays du Maghreb, les populations et les élites locales n'ont pas le recul nécessaire vis-à-vis de l'horloge politique. Alors, quel rôle la diaspora maghrébine du monde pourra-t-elle jouer pour faire émerger une collaboration interpays pour des projets et de la consommation intérieure, mais aussi donc, développer donc, des projets régionaux? Alors, sur le rôle de la diaspora, Adel peut-être? Avec plaisir, pour en avoir été pendant quelques années, pour en avoir été pendant quelques années et avoir eu le plaisir, quand on est loin de chez soi, de rencontrer beaucoup de personnes de beaucoup de pays différents et notamment nos voisins. Que ce soit des Maliens, que ce soit des Tunisiens, des Marocains, etc. Et c'est là, surtout là-bas, qu'on se rend compte qu'on a en commun beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et aussi la coexistence, le vivre ensemble, il se fait très bien en France. Hein. Sincèrement, j'ai vu toutes les communautés.
on parle un peu, c'est bon, je ne veux pas faire dans la caricature, mais bon, si vous allez à Barbès, vous allez voir tous les pays maghrébins, africains se côtoyer. Puis on sent que voilà, il y a une magie, il y a quelque chose qui se fait, et que cette Afrique, elle est une, elle est plurielle, mais elle est une. Et en ce qui concerne la diaspora, les gens, je parle beaucoup plus de la diaspora algérienne que je connais mieux, bien sûr. Beaucoup d'Algériens de l'étranger veulent faire quelque chose pour le pays. Ils sont très, comment dirais-je, voudraient faire des choses, Maintenant, faire des projets en commun, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on est en France que actuellement au Maghreb. Moi, à mon sens, il faut intégrer tous ces Maghrébins qui sont à l'étranger parce qu'ils attendent beaucoup de nous. Il y a une très lourde responsabilité. Les gens veulent du changement, veulent du renouveau, veulent pouvoir être fiers de leur pays et veulent beaucoup faire. Et je connais le poids de la diaspora marocaine qui soutient aussi énormément par les transferts de devises, etc. Il y a une véritable solidarité. En Tunisie, pareil, hein, j'ai vu mes amis, tout ce qu'ils essayent de faire pour le bled, comme on dit en France notamment. Comment on peut faire quelque chose? Comment on pourrait canaliser ça ou essayer que ce soit un petit peu plus réaliste, à mon avis? À mon sens, il y a un travail de communication et de management de l'interculturel. Parce que toutes les rencontres qui ont été faites diaspora locale, on a buté sur un problème de compréhension. Alors vous allez me dire, moi je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que vous comprenez. Oui, mais si vous voulez faire passer un message, vous avez intérêt à ce que les autres puissent comprendre exactement ce que vous voulez. Alors à mon avis, il faudrait qu'on puisse, j'ai lu dans un des commentaires, pouvoir ressortir avec une feuille de route, avec un véritable engagement, pourquoi pas, et que dans cette feuille de route, au-delà de bien sûr l'aspect économique, qui à mon sens doit être la locomotive de notre collaboration, la diaspora doit représenter aussi un point très important, si ce n'est une des pierres angulaires de ce grand projet. Après, le comment, sincèrement, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ne pourra pas tout résumer dans le peu de temps qui nous est imparti. Parfait. Alors, avant de revenir à la question, donc des participants, il y a quand même un aspect qu'on n'a pas vraiment couvert, qui est celui de l'inclusion économique des jeunes dans un continent jeune, dans une zone très jeune, dans une zone où sévit donc le chômage à des taux quand même qui sont terribles. Est-ce que justement dans ce contexte de reconfiguration de la chaîne des valeurs, de ces nouvelles opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui, et de ce qui est en train de se passer en parallèle, hein, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, donc pour ceux qui n'ont pas encore fait, donc de consulter l'intervention de M. Mouhoud Belmouhoud, qui parle beaucoup donc de coproduction, de relocalisation dans la zone Maghreb, dans la région MENA. Les jeunes sont aujourd'hui en train d'être captés par les multinationales et nous souffrons aussi de quelque chose qui est donc la migration ou l'immigration sélective. Est-ce que dans ce contexte-là, il n'y a pas aussi quelque chose à faire dans le secteur des services qui est en train justement de faire une vraie saignée de nos compétences et talents? Monsieur Eloumi, éventuellement? Et, la question des jeunes est très, très importante et essentielle parce qu'ils constituent l'avenir de la région. En tout cas, nous, en Tunisie, on a un chômage de jeunes un peu sévère. Hein. Le taux de chômage en Tunisie, il était avant le Covid 15%, maintenant il est à 18%. Et pour les jeunes, notamment les diplômés, ça monte à 30%. C'est énorme et c'est grave. C'est grave. Donc, il faut absolument que dans nos pays, bien sûr, mais également au niveau maghrébin, on trouve des solutions et attirer de grands projets structurants. Ça permet de garder notre jeunesse et surtout nos compétences
dans nos régions et dans nos pays, parce que, comme a dit M. Diop, il y a cette question de fuite de cerveau et de compétences qu'on est en train de nous prendre. Ce phénomène, moi, je le vois en Tunisie, même dans nos entreprises. Hein, des fois, on voit des cadres qui s'expatrient parce qu'ils ont eu des propositions de sociétés européennes, etc. Donc, il faut absolument qu'on dope cette croissance pour créer des emplois. Il y a le Startup Act en Tunisie, par exemple, qui est une loi pour encourager les jeunes à créer leur start-up. Je pense qu'il y a des initiatives similaires dans les autres pays du Maghreb. Ça, c'est important. Et puis, nous, entreprises aussi, dans nos stratégies, nous devons intégrer ces jeunes dans nos projets de développement et dans nos investissements. Donc, c'est vrai que c'est un grand souci et nous devons créer cette croissance. Ce non-Maghreb aussi, s'il se développe, le Maghreb, s'il se construit, c'est aussi offrir des opportunités intéressantes pour nos jeunes. Alors, autre question intéressante justement sur l'aspect infrastructure et liaison entre les pays. Donc, M. Boutaleb Hafid qui demande s'il est possible de mettre en place des liaisons maritimes directes. Bon, on en déplore l'absence, mais est-ce possible de les mettre en place? Involontaire? Oui, je vais prendre la question. Je pense que mettre des liaisons maritimes directes ne devrait pas être très compliqué. Il y a des ports qui sont présents dans toute la région. Il faut juste que derrière, on puisse commercer convenablement ensemble. C'est le trafic qui crée le besoin de renforcer les lignes maritimes entre les différents pays. Donc, je pense que là, le sujet maritime est moins compliqué. Moi, je pense plus qu'il faut aussi renforcer les infrastructures terrestres, parce que c'est là aussi qu'on peut beaucoup gagner. Et qui dit renforcer les infrastructures terrestres, dit à un moment aussi ouvrir les frontières terrestres. C'est là où il y a la limite entre le politique et l'économique. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les infrastructures sont des éléments essentiels de la construction du Maghreb, les points d'interconnexion électrique, les lignes. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le cadre d'un Maghreb ouvert et uni que c'est clair qu'en matière d'infrastructure, toutes les infrastructures d'intégration régionale sont pertinentes pour la construction du Maghreb aujourd'hui. Parfait. Alors, je prends une dernière question avant d'inviter M. Amin Bouhassan et M. Slimat Mani pour la clôture du panel. Alors, autre question que nous avons reçue de M. Nasraddin Zeroug, qui demande si nous pouvons sortir de ce meeting avec des engagements de chaque structure ou pays par la création d'un desk par pays ouvert aux entrepreneurs des autres pays du Maghreb pour le suivi et l'identification des contacts nationaux. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre le rôle de ce desk, mais bon, si les panélistes ont compris. Moi, je prends la question. Banco. Voilà. Hichem, bonjour. Oui, bonjour. Oui, elle. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je t'écoute pieusement depuis tout à l'heure. Parfait. Alors, tu incarnes toujours la sagesse. Merci, tu incarnes toujours la sagesse, alors que nous on bouillonne. Mais toi, c'est bien. Tu bouillonnes tranquillement. Et tu avances tranquillement. J'aimerais bien avoir ta sagesse. Je n'arrive plus. Merci, Slim. Merci. Face à ce gâchis. Le gâchis du Maghreb nous interpelle. Voilà. Oui. Slim, on essaie de répondre à l'une des dernières questions des participants. Ok. Moi, si on veut sortir par des propositions et des initiatives concrètes, je pense que entre les patronats maghrébins, on peut s'entendre et faire des propositions claires et nettes aux différents gouvernements. Parce que, en fait, nous, on peut créer cette synergie entre les entreprises, mais il faut aussi que le politique bouge. Et le politique bouge à travers des initiatives. Donc, la
conclusion, ou disons la recommandation que je ferai, c'est au plus vite de se rencontrer, si possible physiquement, parce que bon, les visioconférences c'est bien, mais aussi les rencontres physiques. Mais bon, avec toutes les mesures de précaution Covid, sortir par des propositions concrètes. Et ça concerne essentiellement, pour faire très simple, l'investissement et les échanges commerciaux. Et puis, bien sûr, la logistique à côté. Donc, tout le transport terrestre, le transport maritime, les lignes maritimes directes, la fluidité des échanges, les barrières tarifaires et non tarifaires. Et il y a un nombre énorme de barrières et de problèmes. Slim a donné quelques indications et je confirme un peu tout ce qu'il a dit, notamment déjà entre Tunisie et Algérie, nous sommes des amis, mais les problèmes sont énormes au niveau des échanges. Donc, il faut qu'on se mette autour d'une table. Bon, elle peut être virtuelle aussi, la table, il n'y a pas de problème. Et faire des propositions concrètes qu'on remet à nos différents gouvernements et demander à ce que nos gouvernements se réunissent en bilatéral et en multilatéral pour sortir avec des actions concrètes et non pas des réunions qui n'aboutissent à rien du tout ou avec des déclarations déjà préparées à l'avance sans qu'il y ait de conséquences concrètes. Voilà. Parfait. Alors, je prends vraiment la dernière question de M. Saïd Hamine. Alors, nous sommes dans un contexte, une plateforme d'échange qui est en train de prôner donc, la liberté d'entreprendre, de circuler, du mouvement des capitaux. Donc, non, il n'y a pas de question taboue. Alors, sa question concerne donc le rôle de la France, qui est donc positionné donc en Afrique du Nord. Donc, il demande est-ce que justement cette mainmise de la France entre guillemets ne serait pas un handicap majeur aux échanges intermaghrébins? Non. Non. Moi, sincèrement, on peut pas. Oui, c'est sûr qu'en avançant en rang dispersé tel qu'on le fait, certainement que c'est normal que certains pays prennent l'ascendant sur les autres. On est non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est que chacun a tout intérêt à défendre ses intérêts, à gagner des parts de marché. Maintenant, encore une fois, c'est à nous de nous organiser. Donc, merci d'abord pour Monsieur Loumi pour votre proposition. Je reprends un peu ce que j'avais dit au tout début. Par contre, moi, je serais plus d'avis qu'on avance en collaboration interpatronale maghrébine. Si vous voulez faire des propositions à vos gouvernements respectifs, bien sûr, c'est le rôle de tout patronat, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, j'aimerais beaucoup qu'on puisse travailler sur des projets communs qui puissent réellement montrer l'intérêt de l'intégration maghrébine. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on suscitera l'intérêt de nos responsables et qu'on trouvera la meilleure façon d'avancer. Voilà. Parfait. Bon, je vais passer donc la parole à M. Amin Bouhassan pour un mot, pour clore un petit peu cet événement dont il a été instigateur d'ailleurs. Amin, on vous écoute. Merci Amel et bonsoir à tous et bravo. Moi, je me suis régalé parce que ce soir, j'ai reconnu un franc-parler qui nous faisait défaut jusqu'à présent. On était vraiment sur des lignes extrêmement plates. Là, je pense qu'en bousculant un peu les lignes, on a montré l'exemple que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais je pense qu'on peut créer du progrès uniquement en regardant la réalité en face. Et c'est ce qui a été fait de manière exceptionnelle ce soir. Alors oui, on va continuer à se réunir, à nous parler, mais pas que. Et je rejoins complètement ce qui a été dit, à savoir il faut des sorties, il faut des outputs. Les prochaines étapes seront peut-être des prochaines pistes aussi. C'est peut-être d'aller vers secteur par secteur parce qu'on ne peut pas aborder tout d'un coup. Le Maghreb est complexe et riche. Je vous ai bien entendu sur les sujets. On a parlé des lignes maritimes, on a parlé des startups, on a parlé de la diaspora, dont moi je suis membre de la diaspora puisque je suis né en France, j'ai grandi là-bas. Aujourd'hui, je vis au Maroc et mes parents sont algériens. Enfin bref, c'est tout un mélange, mais l'énergie est là. L'énergie est là et j'ai vraiment envie que cette suite, parce que nous avons également eu d'autres événements juste avant, se poursuive. Je suis heureux de voir que les patronats soient présents. Oui, l'Union des employeurs maghrébins, pareil, je n'ai pas réussi à avoir leurs coordonnées. C'est très difficile d'avoir l'information dans nos régions. Lorsque je vois que CARE aujourd'hui s'investit énormément sur la publication des statistiques,
voilà, il faut tendre vers là, faciliter l'information à tous ces jeunes qui représentent 40% de la population. Donc voilà, je vous dirai, prochain événement fin janvier, on va se réunir à nouveau, on va discuter, mais choisir peut-être un secteur bien spécifique. Ça peut être la santé, par exemple. Ça peut être l'intégration des jeunes dans le marché du travail. Ça peut être l'économie sociale et solidaire qui fonctionne aujourd'hui. Et toujours avec ce franc-parler et cette réalité que, croyez-moi, je la regarde vraiment bien en face, tant sur un volet humain que sur un volet professionnel. En tout cas, bravo à tous. C'était un pur plaisir. Merci, monsieur Hassan. Slima Othmani, un petit mot pour la fin, pour la clôture. Oui, bon, et merci aussi à Amine pour cette excellente initiative et merci aux intervenants. Évidemment, je ne vais pas faire le rôle de celui qui remercie en permanence. Mais je suis tellement animé par une volonté de construire ce Maghreb et je suis tellement désarmé face à cela que je me dis que peut-être il faudrait qu'on soit beaucoup plus créatif. Créatif, c'est peut-être se mettre à… Oui. On ne te voit pas, Slim. Ah bon, vous ne voyez pas pourquoi? Là, ça va, c'est bon. J'ai rien fait. C'est OK. Et je me dis qu'il faudrait probablement qu'on soit beaucoup plus créatif dans le sens où peut-être il faudrait inviter la nouvelle génération qui va injecter du sang nouveau dans le processus de réflexion. J'entends projet en commun, j'entends ceci, j'entends cela. Effectivement, ce sont des choses qu'on répète depuis quasiment plus de 30 ans. Je ne devais pas être le premier, je ne suis pas le premier, nous ne sommes pas les premiers. Bien avant nous, beaucoup de gens ont eu cette idée de cette construction maghrébine, mais on n'y arrive pas. Il faudrait qu'on arrive à se dire pourquoi on n'y arrive pas. Il n'y a pas uniquement que le problème, évidemment, algéro-marocain qui fait qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'on n'est pas capable de réfléchir à un moment donné tous ensemble. À titre d'exemple, la crise du Covid aurait dû interpeller les pouvoirs publics, c'est-à-dire pour ma part, j'aurais bien vu dès le début une réunion entre les trois pays pour se dire, écoutez, on est face à une crise majeure de nos sociétés, de nos économies à cause du Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Cette réunion-là n'a pas eu lieu en mettant de côté, évidemment, les problèmes politiques. Il y a aussi aujourd'hui, sur le Monde d'aujourd'hui, il y avait un article extrêmement intéressant justement sur le rôle, sur la fameuse délocalisation dont tout le monde parle. Tout le monde se dit on va pouvoir capter des relocalisations de la Chine vers le Maghreb parce qu'on est plus proche, etc. Or, l'article du Monde traite d'un sujet qui nous intéresse à un plus haut point, c'est les services. Et on se rend compte que l'Europe, contrairement à ce qu'on pense, a décidé, là, ces jours-ci, à mon grand étonnement d'ailleurs, je vous invite à lire l'article, de délocaliser encore plus les activités de service. C'est assez étonnant et ça nous interpelle. Donc, toutes ces activités à forte valeur ajoutée vont être délocalisées en Inde ou ailleurs et je pense que nous avons une réelle opportunité à capter ce réservoir. Est-ce qu'on va le capter ensemble? Je ne pense pas. Chacun va essayer de faire un bout de chemin ensemble. Cependant, on revient justement à cette idée de discuter par secteur d'activité. Et pour cela, il faudrait que les patronats se parlent beaucoup. Et donc, pour finir, ça veut dire quoi se parle beaucoup? Je pense qu'il faut institutionnaliser une réunion patronale maghrébine, déjà en visioconférence, au moins une fois par mois. Que les présidents des trois patronats se parlent une fois par mois, qui passent 1 heure ensemble à discuter de sujets, d'autres, de problèmes qu'ils ont eus, des chefs d'entreprise ou d'idées qu'ils souhaiteraient mettre en œuvre et qu'ils fassent part de leurs entretiens avec leurs homologues maghrébins au pouvoir public pour dire, écoutez, on a parlé ce mois-ci et on avance, on discute et on avance. Ça va peut-être amener les pouvoirs publics, en fait les gouvernements des pays du Maghreb, à se parler davantage sur des questions qui nous intéressent, nous, société civile, qui sont les questions économiques et les questions de rapprochement des peuples, d'ouverture, de cette liberté de circuler dans ce Maghreb, de cette liberté d'investir dans ce Maghreb
qui n'est pas consacré. Il y a 30 ans, il y a même 40 ans, on parlait d'investissements croisés. Les Tunisiens et les Marocains ont réussi à le faire. On est resté en marge. Et aujourd'hui, on se plaint, nous, en Algérie, d'être en marge. On est en marge, c'est à nous de rattraper le retard. Et pour rattraper le retard, il faut qu'on parle, il faut qu'on rassure, il faut qu'on discute, il faut qu'on explique l'intérêt finalement d'être ensemble. J'ai même émis, disons, l'idée il y a quelque temps en disant que la Tunisie et l'Algérie sont deux pays qui sont consubstantiels. Je n'écartais pas le Maroc volontairement, mais ce que je dis, c'est que la taille de l'Algérie versus la taille de la Tunisie, la proximité de ces deux pays fait que ces pays-là, à un moment donné, vont fusionner dans le futur. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas de raison que ces deux pays ne fusionnent pas à un moment donné, c'est-à-dire fusionner dans le sens lever complètement cette frontière et laisser les gens vivre ensemble comme le font les Allemands, les Français, les Italiens, les Français, etc., comme ça se passe en Europe, mais de façon beaucoup plus forte par la langue, par la religion, par les habitudes culinaires, par la vie, par plusieurs facteurs qui sont importants. Et par un facteur encore plus important, c'est que nous faisons face à la plus grande économie du monde, qui est, contrairement à ce qu'on pense, on dit toujours c'est la Chine. Non, ce n'est pas la Chine, c'est l'Europe qui est la plus grande économie du monde. C'est vrai qu'ils ne sont pas aussi performants que les Chinois, peut-être. C'est vrai qu'ils ne sont pas aussi performants que les Américains, mais en taille, ils sont beaucoup plus importants que les États-Unis et que la Chine, évidemment, pris individuellement. Ne parlons pas de la Russie. Donc, on a beaucoup de travail à faire, mais pour que ce travail se fasse, il faut que les patronats se parlent régulièrement. C'est ça l'idée que je porte. C'est vrai qu'on peut, et Amine a raison, c'est une des propositions dont on a parlé il y a très peu de temps, c'est de dire qu'il faut évidemment organiser des réunions mensuelles thématiques par secteur d'activité. Mais en parallèle et en marge de cela, les patrons du Maghreb doivent se parler. C'est beaucoup plus qu'impératif, c'est une nécessité absolue, c'est vital pour la survie du Maghreb. Merci. Merci beaucoup, Slim. Avant de parler des prochaines étapes, donc je vais peut-être prendre ton rôle traditionnel habituel, qui est de celui de remercier. Donc, je tiens d'abord à remercier donc, ceux qui ont participé à l'élaboration de cet événement. Donc, le back-office qu'on n'a pas beaucoup entendu. Donc, je tiens à remercier Madame Katia Debouze-de-Caire, Monsieur Nabil Barkati du MEF, et donc Monsieur Anis Haddadi aussi donc de Caire. Donc nous avons fait quand même un petit exercice de style, hein, donc de construction maghrébine où nous avons pu collaborer de façon agile à l'élaboration de cet événement. Les prochaines étapes, donc je vous ai bien entendu, donc l'engagement est pris, donc quelqu'un de l'assistance a demandé, mais donc quelle est la prochaine étape? Donc quels sont les engagements de ces organisateurs? Je pense que les pistes ont déjà été bien données, bien répétées. Donc, qui donc exhorte à donc bien entendu à déclencher donc des discussions régulières et récurrentes entre les patronats. Pour leur donner de la matière, donc il serait très très intéressant donc de poursuivre donc cet échange, cette plateforme de dialogue interpays que nous avons déjà enclenchée. Donc il s'agira d'arrimer les pays qui restent. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de l'organiser en si peu de temps, mais ce sera fait. Donc je m'y engage personnellement. Alors, au-delà de la collaboration interpatronale, donc le travail sur des projets communs va certainement donc dégager donc ces pistes sectorielles, donc sur lesquelles donc nous allons tenter de faire un travail d'approfondissement, même si nous n'avons pas donc des réponses tout de suite, mais déjà dégager les pistes de développement donc sur des secteurs qui ont quand même été identifiés. Le secteur des services, donc qui vient d'être évoqué par Slim, qui est très très important et encore une fois sur lequel donc les travaux ont été appuyés pour dire que c'est justement donc un secteur qui est vraiment très très facilement captable dans le cadre de la redistribution de la chaîne de valeur mondiale. Alors le rôle de la diaspora, très très important également. À enclencher. Donc, il y a beaucoup de travaux dessus, beaucoup de volonté, énormément d'attentes et une force vive à mettre en branle qui est donc celle des jeunes. L'intégration donc économique des femmes et des jeunes ne doit pas être en reste.
Donc, sur ceci, donc, je pense que nous pouvons clôturer ce premier événement. Je vous donne rendez-vous le 20 janvier. Le 20 janvier. Amel, je voudrais intervenir sur un point. Amel, tu m'entends? Je t'écoute. Amel, tu m'entends? Tu m'entends? Amel, oui. Oui, je t'entends. Très important. Très bien. Amine a noté le point des statistiques que CARE a mené. J'insiste sur, si vous jetez un œil ce que nous avons fait, si la Tunisie et le Maroc font ça, nous avons jeté les bases du tableau de bord de l'économie maghrébine. Donc, faisons-le ensemble. Déjà, c'est un projet qui n'a pas besoin d'aide ni d'assistance des pouvoirs publics. C'est un grand pas que nous pourrons mener. Merci. Merci beaucoup. En fait, désolé d'avoir intervenu. Mon dernier point pour clore justement l'événement. C'était la fleur. Alors justement, pour pouvoir mieux avancer, il faut justement mettre le curseur quelque part. Et cet accès à l'information économique étant vital. Donc le tableau de bord de l'économie, qui a été donc un projet qui a été entamé par CARE, a déjà invité donc les think tanks co-organisateurs de cet événement à participer. Donc c'est également donc un point de construction maghrébine à renforcer. Et je pense que bon, nous allons y arriver ensemble. Donc, rendez-vous le 20 janvier prochain. Et merci à tous pour être restés avec nous aussi tard. Merci infiniment. À bientôt. Merci, bravo. Merci, Amel. Merci, Monsieur Eloumi. À bientôt. Bonne fête du Maoulid. Merci. Saha Mouloudkoum. Merci. Moulid Mabrouk. Moulid Mabrouk. Moulid Mabrouk à tous. À bientôt. À la prochaine. Merci.